On a précisé. Je vous remercie. Donc, je suis une petite rectification. Je suis plutôt chercheuse associée au LAM et non Université de Bordeaux. Donc, c'est pour vous donc j'ai cet honneur de vous présenter cette recherche que nous avons réalisée à Abidjan dans le cadre d'un programme de recherche sur les enjeux autour de la PrEP en Côte d'Ivoire et les pratiques sexuelles. Donc pendant ce terrain-là, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a pas mal de programmes qui visent cette population, en l'occurrence les prostituées, les TS. Et ce qui est revenu dans les échanges qu'on avait avec les associations ou les ONG qui offrent des services à ces femmes, c'est qu'il y a une catégorie de prostituées qui n'arrivaient pas à toucher ce qu'ils appellent des prostituées non affichées, des femmes qui n'admettent pas qu'elles pratiquent la prostitution. Donc on s'est dit, bon, ce serait intéressant d'investiguer cette question via le concept de BISI, les juristes de BISI. Donc BISI, c'est un terme qui est dérivé de business. Donc c'est utilisé, c'est un peu comme du douchi qui est utilisé pour parler de cette forme d'échange au niveau d'Abidjan. Et aussi, ce que je voudrais mentionner, c'est que le concept de prostituée, de PS, de TS, ce sont des catégories qui sont produites par le haut et qui rendent, dans les faits, rendent compte d'une réalité qui est assez complexe et qui méritait d'être déconstruite, d'être investiguée. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est donc de vous documenter le mode opératoire de cette pratique, le BISI, ainsi que les facteurs qui participent à leur invisibilité sur le terrain. Et l'autre chose, c'est aussi de contribuer à une catégorisation de toutes ces pratiques, ces transactions intimes au niveau de la Côte d'Ivoire, en s'inscrivant dans une anthropologie de la signification des actes sociaux, c'est-à-dire une catégorisation par le bas, utiliser les mots que les femmes elles-mêmes utilisent dans cette pratique pour pouvoir définir ces pratiques-là, et aussi dans une anthropologie des échanges économico-sexuels. Et donc, c'est une étude qui a été réalisée entre août 2016 et janvier 2017 et qui, comme je le disais, s'inscrit dans le cadre d'un projet financé par le Conseil européen de la recherche. Et comme on a procédé, on a fait des observations dans des bars, dans des maquis, dans des salons, dans différents quartiers à Abidjan. Et aussi, on a eu un grand soutien de la clinique Confiance, avec qui on sortait sur le terrain dans les maquis lors des stratégies avancées de dépistage pour pouvoir observer ce qui se passait et aussi pouvoir entrer en contact avec certaines jeunes femmes qu'on rencontrait pendant ces sorties-là. Donc en tout, on a rencontré une coiffeuse, des étudiantes, des serveuses, des vendeuses et aussi ce qu'on appelle des managers. Ce sont en général les gérants au niveau des bars et qui sont appelés ainsi. Donc en termes de résultats, je vous présente un peu un tableau comparatif entre les géreuses de BISI et les toutous. Les toutous, c'est les prostituées, les PS qu'on trouve au niveau des maisons closes. Et donc, j'ai quelques critères de comparaison. Donc, en termes de qui pratique ça, on a au niveau des toutous, on a c'est majoritairement des femmes étrangères et parfois, bien souvent anglophones. Et au niveau des géreuses de BISI, c'est essentiellement, dans beaucoup de cas, des Ivoiriennes. Et c'est des filles ordinaires, des élèves, des étudiantes, des vendeuses, des filles de la vie courante, quoi. Et en termes d'espace, les toutous, on les trouve dans les maisons closes. Et dans les autres, c'est plutôt dans les maquis, les bars, les cérémonies, les rencontres se font à ce niveau-là. Ça se fait sur Internet, les piscines, des espaces du commun.
En termes de mode opératoire, au niveau des toutous, elles s'asseyent en général devant leur baraque. Et quand les hommes passent, elles les appellent, elles essaient de les accoster pour qu'ils viennent. Et ce qu'elles perçoivent, elles le considèrent comme un salaire. Et il y a une sorte de fidélisation avec certains clients qui reviennent de temps en temps. Alors que du côté du busy, on a plutôt une situation où une jeune fille, une élève qui va s'asseoir dans un maquis, qui s'arrange pour attirer les regards, pour se faire draguer, et à partir de là, elle va retrouver le monsieur soit chez elle si elle vit seule, ou chez le monsieur, ou à l'hôtel, ou dans un autre endroit. Et le monsieur, il n'est pas appelé, c'est pas un client, mais c'est plutôt, certains les appellent un pigeon, d'autres trouvent que les appellent des gourous, des pointeurs, des à côté par rapport à leur copain qui est le titulaire. Et aussi, ce qu'elles perçoivent de cette activité, elles le désignent comme des cadeaux, mais pas plutôt comme un salaire dans le cas des toutous. Et il y a une fidélisation aussi dans les relations qu'elles ont avec ces hommes. Et derrière, elles constituent ce qu'elles appellent une sorte de répertoire de maris potentiels qu'elles peuvent, voilà, elles sont dans une relation de multipartenariat. Donc, il y a le titulaire et il y a ses à côté. Et si le titulaire est défaillant un jour, ben, elles ont la possibilité de choisir parmi ces hommes-là et continuer notre relation en étant dans la logique qu'il ne faut pas perdre du temps. On avance en âge, donc si tu attends de finir une relation et commencer une autre, il y a le risque de perdre de temps. Donc, il y a ces quelques... différents. Donc, en parlant, pour revenir au busy essentiellement, donc on est dans une différenciation, une catégorisation qui se fait au prix d'une utilisation, une appropriation des normes amoureuses et de genre. Et donc, ça se fait à travers les espaces, comme je vous ai dit, c'est dans des espaces communs et l'utilisation des nouvelles technologies de la communication dans cette pratique, notamment le téléphone, les portables, les Internet. Il y a des filles qui sont accostées via Internet on leur dit, voilà, si tu veux améliorer ta situation, moi je suis dans un business où tu peux participer et donc voilà, elles sont accostées à travers ça. Et les modalités, comme je vous l'ai dit, elles sont dans un contexte de précarité affective et amoureuse. Elles sont dans une pression pour se trouver un mari, pour réussir. Et donc, c'est dans ce contexte que s'inscrivent ces échanges intimes. Et donc ça, c'est le cas d'une jeune femme qui dit clairement qu'elle n'est pas une prostituée parce que la prostituée, c'est celle qui se vend, alors qu'elle, elle accepte des cadeaux d'hommes. Et c'est normal, en tant que femme africaine, d'accepter qu'un homme entretienne une femme avec laquelle elle sort. Donc, c'est tout à fait normal pour elle de prendre. Et aussi, pendant longtemps, elles sont dans des relations qui sont souvent éphémères. Les hommes ne sont pas très sérieux de nos jours. Donc, si tu te contentes de l'amour, c'est toi qui sors perdante dans l'histoire. Donc, on est dans une relation maintenant de gagnant-gagnant. Donc, je prends. Si ça se termine par un mariage, tant mieux. Si ça s'arrête, au moins j'aurais bénéficié de quelque chose de cette histoire. Et aussi, le fait qu'elle soit invisible sur le terrain aussi s'explique par une sorte de vouloir préserver une intimité. Parce que admettre qu'on est une prostituée, c'est comme si on se soumettait au jugement au niveau social, au niveau populaire. Donc, refuser d'admettre qu'on pratique la prostitution, c'est arriver à se préserver. Et le mécanisme du busy permet justement de préserver cette intimité-là et de ne pas le déporter au niveau de l'espace public. Donc, en termes de conclusion, je dirais que ces transactions sexuelles-là sont imbriquées dans un ensemble plus vaste d'échanges intimes qui impliquent différents acteurs, des contraintes
et des projets de vie et des attentes. Et ce mécanisme-là enrobe le busy d'une couche qui le rend socialement acceptable parce que ça apparaît comme une relation normale, plus ou moins, et qui justifie que ces filles-là, ces jeunes femmes-là ne l'assimilent pas à la prostitution et aussi qui justifie qu'ils soient cachés pour les interventions qui sont à la recherche de prostituées. Donc, il faut utiliser les mots de ces femmes, comment elles se désignent pour pouvoir les toucher sur le terrain, plutôt que de partir avec des catégories construites par le haut et dans lesquelles elles ne se reconnaissent pas. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Des questions ? Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. En fait, je m'intéresse beaucoup à votre méthodologie, comme c'est une étude ethnographique. Je ne sais pas, en fait, comment vous avez, vous vous êtes approché de cette population, comme je comprends que, surtout, les toutous, est-ce qu'elles sont très stigmatisées et comment vous avez pu les accéder? Et quelles sont les différences entre les toutous et les, je sais, les géreuses de busy? Oui, en fait, dans votre approche, merci. D'accord. Par rapport à l'approche, comme je le disais tout à l'heure, pour les toutous, je sortais avec l'équipe de l'espace de la clinique Confiance qui partait dans ces maisons closes-là pour faire le dépistage. Donc moi, j'étais là, j'observais. Et à la fin, je me présentais disons, la présentation était faite tout au tout début. Et après, je demandais à échanger avec ces femmes-là. Et je revenais par la suite et pour d'autres échanges. Par rapport aux jeunes femmes, par contre, là, il y a eu aussi des sorties avec les pères éducatrices de la clinique Confiance, mais à côté, moi, j'avais des sorties nocturnes dans les maquis. Bon, ça me permettait aussi de manger, voilà, il faut de prendre du... Voilà, c'est ça. Donc, je partais, je m'asseyais dans les maquis, je papotais, je discutais, et ça permettait de... Donc, je remarquais certaines serveuses, certaines jeunes femmes, je m'approchais d'elles, on papotait, on échangeait les contacts, et après, au fil du terrain, on échangeait, j'allais chez elles à domicile, et ça permettait de construire une sorte de relation de confiance avec elle qui permettait d'enlever la barrière et de créer une opportunité pour pouvoir discuter de ces questions assez intimes et qu'elles ne se sentent pas toujours à l'aise d'évoquer avec quelqu'un qu'elles viennent juste de rencontrer. Donc c'est vraiment sur la durée que les discussions autour de cette question viennent. Bien, il y a encore des questions. Donc, il faudrait que les questions soient brèves et les réponses brèves pour que toutes les questions soient posées. D'accord, ne vous en faites pas, la question sera brève. Monsieur Banta Laurent, président d'association Côte d'Ivoire, je voudrais remercier Ramatou pour cette étude-là. Et j'ai vu les deux catégories. Il y a une troisième catégorie, je ne sais pas où elle les met, les jeunes filles qui, le soir, se rendent dans les rues chics d'Abidjan et qui lancent les foulards au passage des véhicules. Dans quelle catégorie elles sont? Busy ou Etoutou? En fait, j'ai pris... là, je voulais juste présenter une seule catégorie parce que il y en a plusieurs. Il y a les lanceuses de foulards, il y a celles qu'on trouve au niveau des plages, il y a les... comment on les appelle? Il y en a plusieurs. Donc là, j'ai présenté qu'une catégorie et mon objectif, c'est de pouvoir mener une étude. J'essaie de trouver un financement pour pouvoir justement étudier toutes ces différentes catégories de prostitution et dont un bon nombre rentrent dans la catégorie des non-affichés. Donc, c'est essentiel. Mais là, elles ne rentrent, je ne les mets pas là. Certaines peuvent se retrouver dans les non-affichés ou dans le busy, mais c'est à voir.
Donc, je le saurai plus tard. Notre question, est-ce que vous avez considéré les différences d'âge entre les géreuses de Busy et leurs partenaires, leurs clients? Et est-ce qu'il y a une similarité avec le concept des sugar daddies en Afrique australe? D'accord. Vous me demandez si j'ai considéré la différence d'âge entre les géreuses de Busy et leurs partenaires. Clients, je ne sais pas comment vous appelez. Oui, c'est des gourous. Bon, il y a du tout. Il y a des jeunes. Ils sortent des fois avec des gens, des hommes de leur âge. Et parfois, c'est des hommes d'un âge plus avancé et qui sont censés être ceux qui donnent le plus de cadeaux, ceux qui sont les plus généreux. Donc on trouve ces différents cas de figure-là. Et par rapport à... L'autre question, c'est quoi? Oui, les sugar daddy. Je pense qu'il y a un lien entre... Il y a une comparaison qui peut se faire, des similitudes entre les sugar daddies et ces géreuses de Busy, là. Pour celles qui sortent avec les hommes d'un âge plus avancé. Ok, merci. Bea Welstek, Institut de médecine tropicale. Merci beaucoup. Ce qui m'intéresse, en fait, peut-être vous avez montré dans le grand tableau, mais si on compare maintenant le comportement de risque des Busy comparé aux professionnels, quant au port de préservatifs, nombre de contacts, etc. Je veux dire, parce que quand on va proposer des programmes, on va quand même aussi... on regarde le risque, non? Ici, c'est des gens qui sont à beaucoup moins risque. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, mais... Hein? En termes de risque, c'est vrai que celles qui sont dans les maisons closes, on peut partir du principe qu'elles ont plus de rapports sexuels que ces géreuses de Busy chez qui c'est assez, on dirait, ponctuel. Elles n'ont pas de partenaires tous les jours. Mais en termes de comportement à risque, ces filles-là utilisent beaucoup moins les préservatifs par rapport aux géreuses par rapport aux toutous. Parce qu'à leur niveau, en fonction du feeling, de comment elles sentent la relation, mais aussi en fonction de ce que le monsieur leur propose, elles peuvent décider d'avoir des relations protégées ou non. Donc je pense qu'il y a des choses à faire à ce niveau. C'est pour ça justement que la question se pose, la préoccupation des acteurs sur le terrain tourne essentiellement autour de ces femmes qui n'arrivent pas à toucher, mais qui le savent assez vulnérables. Ok, dernière question. Oui, moi j'avais une question de savoir dans quelle mesure c'est Busy, parce que vous montrez qu'elles ont des activités autres, est-ce que justement ça leur permet de ne pas se définir comme prostituées, et donc du coup à l'autre présentation, juste celle d'avant, est-ce que les prostituées ont d'autres activités génératrices de revenus que le seul fait de se prostituer? Et je voulais savoir aussi, est-ce que vous avez interrogé des anciennes Busy, parce que vous dites que c'est pour potentiellement trouver un mari qu'elles ont ce genre de relation. Donc, est-ce qu'une fois qu'elles sont mariées, elles arrêtent ce genre d'activité? Alors, je commence par la fin. Je n'ai pas interrogé des anciennes Busy, j'espère le faire pour savoir si la stratégie a marché et si ça aboutit à un arrêt ou pas du Busy, ou s'il y a une sorte de continuité. Et par rapport à la question... Voilà, par rapport aux activités, chez les toutous, il y en a qui disent qu'elles font du commerce à côté. Donc la journée, elles font le commerce et en fin de journée, elles viennent se mettre devant leur porte. Et alors que les élèves et les étudiants, en fait, c'est un revenu complémentaire. Pour certaines, ça leur permet de financer des études, de subvenir à leurs besoins au quotidien. Donc,
la gestion du busy n'est pas leur activité principale. C'est un truc complémentaire qui vient s'ajouter. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Très bien, merci beaucoup. Merci. Et merci à tous.